Nous sommes à Paris et Ludique et c'est le moment de faire des rencontres. Je vous propose de parler jeux, normal, avec Vincent Vergonjane. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, derrière Vincent Vergonjane, il y a Lucky Duck Game. On avait déjà eu l'occasion de parler de cette maison d'édition qui marche plus que pas mal et qui avait pris l'habitude de, alors on dit pas localiser, mais de prendre des jeux vidéo qu'on retrouve souvent sur smartphone ou tablette et de les adapter en jeux de plateau pour grand public. Ça plaît beaucoup. Alors après, j'imagine qu'il y a un choix. On peut pas faire ça avec tous les jeux, mais la chance que vous avez eue, c'était que c'était des jeux qui étaient un peu sous votre giron. Vous pouvez nous expliquer ça un peu ? Oui, alors en fait, avant de monter Lucky Duck Games, j'avais donc créé une société. Enfin, j'ai été dans le monde du jeu vidéo pendant 12 ans, et donc nous avions donc accès à des copains qui avaient extrêmement bien réussi. Et on a donc pris cette mission de récupérer ces licences de gros succès jeux vidéo et les transformer en jeux de société. Alors récemment on a eu un très gros succès avec un jeu qui s'appelait Kingdom Rush, mais ce n'a pas toujours été très rose en 2 ans. On a eu aussi des jeux qui ont beaucoup moins bien marché et qui nous ont un petit peu appris que tous les jeux vidéo ne sont pas de très bons candidats pour faire des jeux de société. Mais donc le dernier en date, c'est donc Kingdom Rush. En fait, c'était une quadrilogie, je sais pas si on a ça, une série de 4 jeux mobiles sur 8 ans, qui sont des Tower Defense, qui est un genre qui s'est très bien établi sur le monde du jeu mobile, qui avait quelques essais en jeux de société très répétitifs. Et puis ce sont donc 3 auteurs canadiens qui nous ont offert un design très très frais, qui utilisent des polyomino, donc ces pièces Tetris, et qui nous ont fait un design qui pour le coup, pour la première fois dans le monde de jeux de société, est orienté design, c'est-à-dire que ce sont vraiment des niveaux qu'on va devoir battre et pas quelque chose de très mécanique avec typiquement le genre du Tower Defense. C'est un château au milieu et on doit tous l'attaquer, enfin on doit tous repousser, donc c'est assez répétitif finalement visuellement. Voilà. Et donc c'est notre dernier succès. Mais je dois admettre que du coup la sensibilité et la difficulté à trouver les bons jeux vidéo font qu'il s'avère qu'il y a une autre chose de notre passé, du fait qu'on vienne du monde du jeu vidéo, qui est encore plus intéressante, c'est le fait qu'on sache faire des jeux vidéo. Et donc il y a une orientation assez très forte pour nous en fin 2019-2020 sur plus de jeux comme Chronicles of Crime. Et donc avec l'arrivée donc bien évidemment d'une nouvelle saison de Chronicles of Crime, ça va s'appeler Chronicles of Crime Millennium, qui est une série de 3 nouveaux univers qui sont Moyen-Âge, années 1900 et Cyberpunk, qui seront sur Kickstarter en début d'année prochaine. Mais pas que Chronicles of Crime, on est aussi en train de développer de nouveaux jeux narratifs accompagnés d'une application. On pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Autant apporter des applications sur le monde du jeu de société, c'est compliqué. C'est généralement même repoussé par défaut, en disant qu'on va dans le papier, on va dans le carton pour l'éviter. Mais on a réussi à démontrer avec le succès de Chronicles qu'il y a des outils apportés aux auteurs et à l'expérience de jeu que le papier ne peut pas apporter. Et on aimerait vraiment être pas précurseur, parce qu'en fait il y a quand même FFG, une grosse société américaine qui l'a fait, mais du coup on pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés qui savent faire et en interne des jeux vidéo et du papier, de la distribution, de la logistique et de la fabrication comme on a su le faire. Et donc du coup 2020 c'est du coup du jeu vidéo quelque part, mais hybride avec ce qu'on a appris à faire autour du jeu de société. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui après 2 ans très très orientés avec l'adaptation de jeux vidéo. Un renversement vers du 2020 qui est très narratif et très hybride. Alors on peut peut-être aussi parler de La Forêt des Frères Grimm, parce que du coup c'est pas un jeu vidéo ce jeu, mais on touche là du coup à l'univers narratif, puisqu'on se retrouve dans les contes. Exactement. Alors en fait c'est quelque chose d'assez nouveau pour nous. Alors en fait les gens ne le savent pas, mais en fait on est éditeur américain. En fait, notre plus gros marché avant la France, c'est les États-Unis. On a une équipe aux États-Unis qui fait qu'on fait 15 ou 16 festivals américains, et nos plus grosses ventes sont américaines. Et donc ça fait longtemps qu'on a plein de copains là-bas qui sont éditeurs. Et pas mal de gens nous disaient en fait on sait pas, on aimerait bien venir en Europe, mais on sait pas avec qui travailler. Et donc du coup avec le succès
montant de surtout de Chronicles, qui nous a vraiment ouvert des ventes en Fnac, Cultura, Pickwick, au-delà en fait des réseaux spécialisés. En fait, on a décidé de se lancer dans la localisation. Et donc surtout des copains américains. Voilà. Donc du coup, la Forêt des Frères Grimm, c'est le premier d'une lignée de jeux qu'on va amener comme ça des États-Unis. C'est un jeu absolument magnifique avec des figurines, avec alors le principe, c'est qu'en fait les trois petits cochons sont à la retraite et le roi a besoin à nouveau de constructeurs du royaume, et donc on va tous être en compétition pour démontrer au roi qu'on est on est les meilleurs ingénieurs. Donc le but du jeu, c'est de construire 3 maisons le plus rapidement possible. Mais s'il y a une égalité, ce qu'il y a souvent, c'est celui qui a les maisons les plus dures qui gagne. Donc voilà. Donc c'est un jeu finalement dans sa mécanique qui est assez simple. On va faire, on va aller chercher des ressources de manière aveugle, c'est-à-dire qu'on va tous prendre une des 3 ressources et puis on révèle, et si on est plusieurs sur ce truc-là, on va devoir se partager, et ensuite on a des actions qui vont permettre de construire, de piocher des cartes. Tout l'enjeu en fait, c'est qu'il y a ces cartes fables qui vont apporter toute la stratégie et le chaos aussi, même parfois des interactions négatives où on va se faire des coudes pour être le premier, et qui va apporter vraiment en fait un aspect plus tactique en fait, où on va devoir répondre à ce qui se passe autour de la table, autour finalement de mécaniques très simples, mais sur laquelle on doit s'adapter, parce que ces cartes fables sont celles qui vont nous forcer à se réadapter à ces situations. Puis on a des cartes amies qui sont des pouvoirs permanents, qui vont changer notre stratégie par rapport à les cartes qu'on a. Voilà. Et donc ça sort dans 15 jours. Ça coûte 45 €, et jusqu'ici c'est un très gros carton. Donc et c'est vraiment quelque part un produit très américain dans la grandeur de ce qu'il y a dans la boîte, et de la qualité de production. Voilà. Et l'édition, parce que quand on passe à côté de la table, on peut pas s'empêcher d'aller voir, parce que forcément le dragon sur la chaumière, ça nous rappelle quelque chose, les petits cochons ou le loup ou l'ogre, ça nous rappelle forcément des souvenirs d'enfance. En tant qu'adulte, ça nous donne envie de jouer avec nos enfants. Absolument, et en fait c'est un couple canadien qui s'appelle Mr. Cunnington, qui sont des artistes absolument incroyables. Ils ont travaillé sur d'autres jeux comme Brass. Voilà, Brass, la nouvelle édition de Brass, c'était eux. Ils ont notamment fait un jeu qui s'appelle Tidal Blades, qui est aussi de Druid City Games, qu'on amènera en français l'année prochaine lorsque le jeu sera prêt. Et voilà, donc un travail d'édition et de graphisme absolument incroyable. Donc on est vraiment ravis de pouvoir amener ce jeu en France. Et puis y a d'autres choses. Alors on a signé avec un studio qui s'appelle Morito Games, qui a récupéré c'est Cléopâtre et la Société des Architectes, qui était un jeu qui avait été édité il y a 13 ans je crois par Days of Wonder, un jeu de Bruno Catala et d'un autre co-auteur, qui a été réédité encore une fois. Alors c'est un peu dans la lignée de la Forêt des Frères Grimm, donc c'est une réédition absolument grandiose avec une multiplication par 3 de l'échelle de ce fameux c'est le temple de Cléopâtre en fait, en tant qu'architecte on doit construire. Et donc on a pareil signé l'occasion. Ça c'est un jeu qui arrivera en avril 2020 en France, voilà. Et puis d'autres choses dont je ne pourrai parler que bientôt, qui sont en train d'être signées ou en train d'être en pourparlers, voilà. Mais donc donc c'est un nouveau métier pour nous là, cette localisation. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que du coup c'est aussi des studios qu'on connaissait depuis des années, parce qu'en fait on les côtoyait sur les salons américains, et donc on a vraiment cette amitié aussi de dire allez, de pouvoir travailler avec eux et d'amener ces produits en France, voilà. Est-ce qu'il y a un travail qui est sûrement obligatoire pour localiser un jeu? Les Américains attendent peut-être pas la même chose que les joueurs français, et du coup il y a du côté de l'éditeur un vrai travail qui est obligatoire pour dire ça on le garde, mais ça on sait que ça aura plus de mal sur le marché européen ou le marché français. Alors comme les jeux étant la plupart américains ou européens, il n'y a pas de problème culturel de changement de titre. Mais par exemple ce matin là, j'avais un rendez-vous avec un éditeur sud-coréen où clairement le jeu était bien, mais la boîte
ressemblait à un jeu pour 6 ans, voilà. Et au début, je lui ai dit, d'ailleurs, sans même regarder la boîte, je lui ai dit, ah non, je pense pas que c'est pour nous. C'est quoi l'âge? Elle me dit 10 ans. Ah bon? Alors bon, je vais. Et du coup, elle me montre le jeu. J'ai ah oui, en effet, c'est 10 ans. Là, c'est pour nous en fait. Mais par contre, culturellement, votre couverture fonctionne pas. C'est pas un problème qu'on a. Par contre, c'est vrai qu'il y a un gros travail sur les règles et sur le vocabulaire. Voilà, trouver le. Donc c'est un vrai travail de traduction qui est pas juste une traduction bête et méchante, mais vraiment de traduction de jeux de société où on va peut-être faire plusieurs passes à chercher le bon mot sur de la culturisation de verbes pour qu'il y ait une meilleure compréhension et que ça pas juste la première passe de traduction parfois hors contexte parce que les traducteurs peuvent pas essayer le jeu. Généralement, on leur envoie des fichiers, mais il y a très peu d'exemplaires de ces trucs-là et travaillent sans jouer au jeu où il y a du coup beaucoup d'allers-retours en disant non, on va changer ce verbe, ça sera plutôt ça. Et donc plusieurs mois de travail sur les traductions pour arriver à quelque chose d'optimisé et d'intuitif. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et puis après, il y a le travail sur les salons. Parce que ces jeux-là, faut les faire essayer, même à l'état de prototype. Il faut le retour du public, et ça, c'est important, même en France, du coup. Bien sûr. Alors en fait, encore une fois, là, une des raisons aussi pour lesquelles on se lance dans cette diversification de localisation, c'est parce que grâce à Chronicles of Crime et son succès mondial, on a vendu plus de 200 000 jeux mondialement depuis octobre l'année dernière. Et la France est un gros morceau de ça. On a commencé, on a un monsieur génial qui s'appelle Léandre Proust que beaucoup du milieu connaissent, qui depuis 3 mois maintenant nous représente. On a bien fait entre 10 et 12 salons en 3 mois. Donc Léandre est beaucoup sur la route pour nous et on a la chance de pouvoir travailler avec Léandre parce que du coup on a suffisamment de vente boutique pour enfin pouvoir être présent plus sur les salons. Et nous, on veut vraiment développer de pouvoir faire 30 à 40 salons par an. C'est vraiment le but ouvert de ça. Et je suis vraiment ravi qu'on a cette transition où entre le travail de création qu'on a depuis 2 ans arrive à transformer la société vers un point où on peut être beaucoup plus présent, même sur des plus petits salons où Léandre va pouvoir aller. Et du coup, ça crée un lien où voilà, on va pouvoir venir sur un plus petit salon plus local, mais Lucky Dog va être là, on va pouvoir montrer nos jeux. Et du coup, cet environnement, ce cadre permet du coup d'aller apporter d'autres titres et de leur donner cette présence en France, en salon, plus local, que Lucky Duck avait besoin pour vraiment amener ces jeux au-delà juste d'un catalogue et d'une présente boutique. On croise les doigts pour que ça marche. C'est vraiment aller à la rencontre des joueurs partout en France et leur présenter nous-mêmes ces créations. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. On voit le stand de Paris Ludique qui désemplit pas et il y a du personnel pour faire marcher tous les joueurs. On reviendra largement sur les prochaines actualités, Chronicle of Crime et puis d'autres jeux. Là, il y a une boîte de Paranormal Detective. On peut en savoir un tout petit peu plus sur celui-là? Allez, rapidement, Paranormal Detective, c'est notre sortie de Noël. Ça commence comme Mysterium dans le sens où un des joueurs est mort, mais le parallèle s'arrête ici. Ce joueur, en fait, a un script complet qui lui est donné où il découvre qui il est, pourquoi il est mort, comment il est mort, où est-ce qu'il est mort et avec quelle arme. Et le jeu est compétitif. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que chaque joueur a un nombre de cartes et ces cartes, ce sont des cartes d'interaction avec le fantôme. Quand c'est son tour, on pose n'importe quelle question ouverte. Voilà, est-ce qu'il y avait du feu, qui t'es, pourquoi, est-ce que tu peux me dire où est-ce que t'es mort exactement, enfin peu importe. Mais par contre, malheureusement, la réponse est extrêmement limitée par les cartes d'interaction qu'on a. Par exemple, une carte ici dit par exemple, le fantôme peut mimer un mot avec sa bouche. Alors c'est pas mimer, je sais pas, les cartes sont en anglais avant moi. Le fantôme va placer des marqueurs sur en français ça va être une table bougie avec des lettres. Le fantôme utilise des ficelles pour dessiner quelque chose. Le fantôme tient la main du joueur pour dessiner quelque chose. Voilà, un joueur prend un stylo et c'est le fantôme qui va faire bouger le poignet pour essayer de dessiner quelque chose avec. Le fantôme dessine une réponse avec son doigt dans le dos du détective. Voilà. Donc du coup, c'est beaucoup d'interactions, mais c'est compétitif. Donc il se passe beaucoup de choses. Tout le monde est attentif des réponses. Et même s'il y a des questions très ouvertes, en fait, des réponses très très fermées.
Et donc que ça soit le fantôme ou les détectives doivent être très créatifs sur la manière d'utiliser ces cartes et sur la manière d'arriver à la fin, parce que du coup ce sont des scénarios assez complexes finalement pour trouver qui, le quoi, comment et pourquoi. Voilà. Et donc ça c'est notre sortie Essen, ça sera notre plus grosse sortie pour Noël, un jeu auquel on croit beaucoup, qu'on développe depuis un bout de temps et qui sera en démo sur les festivals certainement à partir du mois de septembre pour une sortie boutique fin octobre. Merci beaucoup Vincent et très bonne continuation à Lucky Duck. Merci beaucoup à toi, bonne journée.